Arthur, roi légendaire des Bretons. Depuis le château de Camelot, Arthur et ses chevaliers en armure étincelante s'érigent en symbole de la chevalerie et de l'honneur, lumière des temps obscurs. Les légendes arthuriennes résistent au temps parce qu'elles nous montrent un chef fort et noble, un chef en qui nous pouvons avoir confiance. Aujourd'hui, archéologues et historiens pensent que le mythe d'Arthur nous donne des indices sur sa véritable identité. L'assemblage de preuves, vieilles de 1500 ans, peut-il mettre au jour le plus insaisissable des héros britanniques? Rouvrons l'histoire classée du roi Arthur. La légende du roi Arthur, telle que nous la connaissons aujourd'hui, trouve son origine dans un lieu inattendu, ici, dans la tristement célèbre prison britannique, la Tour de Londres. Elle aurait été rédigée par Sir Thomas Malory, ancien membre du Parlement emprisonné pour vol, extorsion, tentative de meurtre et de viol. Vers 1469, alors que dehors la sanglante guerre des Deux Roses fait rage, Malory achève sa plus grande œuvre en prose, Le Morte d'Arthur. C'est la version définitive des exploits du roi. Le professeur Tobias Capwell est expert en histoire médiévale. La légende arthurienne n'est pas une seule histoire. Il faut s'imaginer une sorte de boule de neige géante dévalant une colline et amassant un tas de choses sur la pente de l'histoire. Beaucoup des éléments célèbres que nous associons à la légende du roi Arthur ont été réunis à différentes époques. Dans les écrits de Malory, Arthur est l'incarnation d'un héros vertueux. Avec sa noble cour de Camelot, il s'efforce de faire régner la paix sur ses terres et s'entoure des chevaliers de la table ronde. Lancelot est son chevalier le plus célèbre et le plus courageux. Il incarne les idéaux de la chevalerie arthurienne et montre le chemin de la vérité et de l'honneur. Seigneur Lancelot est probablement le plus célèbre de tous les chevaliers d'Arthur. À plusieurs reprises, Malory le nomme le plus grand chevalier du monde. Mais ce merveilleux tableau ne dure pas. Arthur est trahi. Lancelot a une liaison avec l'infidèle reine Guenièvre. Une déloyauté dévastatrice si l'on considère leur apparente pureté. Le rêve d'Arthur est ébranlé. Trahi une seconde fois, il est amené à combattre son perfide neveu, Mordred. Arthur est mortellement blessé. Il reposerait aujourd'hui sur l'île légendaire d'Avalon dans un sommeil éternel. On dit qu'il attend sa résurrection, le jour où son pays aura besoin d'un sauveur. Malory se languissait peut-être d'un monde vertueux dans une Angleterre déchirée. Il crée la légende d'Arthur avec ce qu'elle comporte de gloire et de tragédie. En fait, Malory n'a rien inventé de nouveau. Mais il a établi un cadre qui pouvait contenir chaque élément pour en faire une seule narration continue. Et il a fait en sorte que des personnages issus de différentes parties de l'histoire soient réunis en une seule et unique légende.
Le Arthur, créé par Malory, est facilement reconnaissable. Des chevaliers vêtus d'une armure étincelante qui combattent pour l'honneur et vivent selon un code de chevalerie très strict. Un élément clé du récit de Malory est le combat sportif au cours duquel deux chevaliers s'affrontent face à face, la joute. Lorsqu'on lit attentivement l'histoire de Malory, on voit que toutes les références techniques à l'armure et au combat à cheval renvoient spécifiquement à l'équipement et aux pratiques de sa propre époque, le XVe siècle. Mais les experts sont formels, Arthur n'a pas pu vivre au XVe siècle. Nous avons des documents et des archives fiables datant du Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance. Il est indéniable qu'Arthur n'était pas un chevalier à l'armure étincelante. Par cette image iconique du chevalier vêtu de fer, Malory n'a fait qu'embellir l'histoire. Elle fait d'Arthur un personnage adapté au XVe siècle. Et comme Malory, ses prédécesseurs ont ajouté des éléments au mythe qui reflètent l'époque dans laquelle ils vivent. Lancelot et les chevaliers de la Table Ronde sont créés au XIIe siècle par des auteurs français de romans courtois dans le contexte agité des croisades. Les chevaliers d'Arthur adoptent la cause chrétienne et se mettent en quête de la coupe du Christ, le Saint Graal. Chaque nouvelle version du mythe arthurien comporte les principales valeurs de justice et de bienséance de sa propre époque. Les Français ajoutent aussi les idéaux gaulois de chevalerie, un mot dérivé de chevalier qui désigne un homme au talent de cavalier. Mais le plus vieux texte, qui relate les vertueux exploits du roi Arthur, n'a été créé ni par Malory, ni par des auteurs français. Il s'agirait en fait d'un compte-rendu factuel écrit aux alentours d'une autre période agitée de l'histoire britannique. Il pourrait nous dévoiler qui était réellement cet homme et à quelle époque il a vécu. Le professeur Snyder a publié de nombreux écrits sur les débuts de l'histoire britannique. Arthur apparaît textuellement pour la première fois dans l'Histoire des Bretons, une œuvre du IXe siècle attribuée à un moine du nom de Nennius. Au sujet d'Arthur, Nennius écrit « Alors à ce moment-là, il combattit les Saxons aux côtés des rois des Bretons, mais dans les batailles, c'était lui le chef. » Nennius poursuit en décrivant Arthur victorieux des Saxons dans 12 grandes batailles, la dernière étant celle de Badon Hill. Nennius rappelle l'invasion anglo-saxonne du 5e siècle. Badon Hill est un lieu de bataille très bien documenté. Les guerres marquent le début des temps obscurs. Lorsque les Romains se retirent, l'ancienne Bretagne est laissée sans défense face aux hordes de tribus barbares qui traversent la mer du Nord depuis le continent. Et les preuves archéologiques trouvées sur des sites qui auparavant n'étaient liés à Arthur que par des traditions populaires semblent confirmer cette date. Dans les légendes, Tintagel, en Cornouailles, est un important repère arthurien. L'archéologue Stuart Pryor de l'université de Bristol a étudié les découvertes faites en ce lieu. En fait, la véritable preuve est ensevelie actuellement. Il y a un immense ensemble de poteries et nous savons que ces objets viennent essentiellement d'Afrique du Nord. On appelle ça la faïence rouge engobée. Elle fut importée ici en grande quantité et on peut aujourd'hui faire le lien entre cette première importation et l'époque d'Arthur.
Les poteries trouvées à Tintagel datent du 5e siècle. Elles contenaient du vin, de l'huile et une spécialité romaine à base de poisson appelée garum. Des denrées plutôt susceptibles d'être appréciées par une société civilisée. C'est une personne très influente qui importe ces denrées fantastiques à Tintagel. Les archéologues ont trouvé la même poterie dans un autre fort de Grande-Bretagne. Et elle aussi crée un lien avec Arthur. Le château de Cadbury est souvent réputé pour être le site de Camelot, la cour légendaire au cœur du royaume d'Arthur. Tout ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est une colline qui émerge des vallées environnantes. Mais des fouilles révèlent qu'il y a 1500 ans, c'était une importante forteresse, idéale pour un roi. Le mur extérieur faisait 4,80 mètres d'épaisseur et s'étendait sur 1200 mètres. À l'intérieur, se trouvait une grande salle en bois et dans l'angle sud-ouest, un corps de garde traversé par une rue pavée. Le fort possédait la plus vaste zone protégée connue en Angleterre au 5e siècle. Les fragments déterrés à l'intérieur de Cadbury sont la réplique des poteries romaines trouvées à Tintagel. Les deux sites sont liés. On peut donc supposer que la région était peuplée par des communautés sédentaires et organisées, au sein desquelles Arthur aurait pu vivre. Ce sont des lieux mentionnés dans le mythe auxquels sont rattachées de réelles preuves archéologiques. Et je pense que le lien entre les deux n'est pas le fruit de l'imagination. Et les découvertes archéologiques correspondent au cadre temporel du roi Arthur établi par Nennius, le 5e siècle. La plus grande partie du pays est envahie par les anglo-saxons, qui s'attaquent à l'intérieur des terres et détruisent tout ce qui se trouve sur leur chemin. Parmi la population romano-britannique restée pour défendre le pays, les historiens identifient un homme venu en aide au peuple face à l'adversaire. Voilà un candidat sérieux pour incarner le véritable roi Arthur, Ambrosius Aurelianus. L'historien Geoffrey H. est un expert de la légende arthurienne. Un homme du nom d'Ambrosius apparaît au 5e siècle en tant que chef de la résistance. Et Arthur lui-même est un nom romain, un dérivé gallois d'Artorius. C'est donc une possibilité. Les exploits guerriers d'Ambrosius sont retranscrits par un moine appelé Gildas dans de rares documents qui ont traversé les âges. C'est un souverain de haut rang dans la lignée romaine et par conséquent un homme capable de combattre à cheval. Ambrosius expliquerait aussi l'un des éléments immuables de la légende d'Arthur, la magique Excalibur. Hector Cole est forgeron, spécialiste des armements anciens. Les Romains ont adopté la longue épée celte qu'ils ont trouvée idéale pour combattre à cheval et bien plus efficace que la lame très courte utilisée par les fantassins. En tant que cavalier, Ambrosius est susceptible d'avoir porté une de ces longues épées celtes. Ces armes ont une réputation redoutable. Elles sont immortalisées dans l'opéra de Wagner lorsque Siegfried tue le dragon. Le mot Excalibur est une latinisation de mots gallois signifiant entaille et dur. Excalibur, en tant qu'arme magique, était, je pense, une longue épée. Les meilleures épées de la période romaine étaient souvent fabriquées en alliage à motifs. L'alliage à motifs transforme une simple lame en une magnifique arme très caractéristique.
Des baguettes de fer sont d'abord tressées ensemble, puis frappées et chauffées à plusieurs reprises pour faire disparaître les impuretés et forger une lame puissante. Lorsqu'elle a atteint la qualité et la forme souhaitée, elle est limée afin que la couche supérieure de carbone déposée par la cuisson au four à charbon soit éliminée. Puis elle est polie et frottée avec un acide puissant pour retirer la dernière couche d'impureté et faire apparaître le motif distinctif de la lame. Je pense que la légende d'Excalibur vient précisément de la technique de l'alliage à motifs, car ce sont ces motifs qui rendent l'épée magique. Ambrosius, guerrier du 5e siècle, défenseur de la Bretagne face aux envahisseurs saxons et détenteur d'une puissante épée. Autant d'images gravées dans le mythe. Mais les historiens ont fait apparaître d'importants détails de la légende qu'Arthur et Ambrosius n'ont pas en commun. Il faut admettre qu'Ambrosius est important, mais je ne pense pas que ça explique tout. Ce n'est pas un roi. Sa gloire ne dure pas assez pour qu'il soit Arthur. Et il n'y a pas de preuve évidente quant à son implication réelle dans le commandement des Bretons. Certains historiens pensent qu'Ambrosius à lui seul ne peut pas expliquer la légende du roi Arthur. Mais d'autres formulent l'hypothèse qu'au plus profond des chroniques du 5e siècle, il existerait un autre personnage fidèle au mythe. Le roi Arthur historique pourrait être un Breton du 5e siècle. Son nom est Riotamus. Le récit le plus complet sur Riotamus vient d'un écrivain du VIe siècle appelé Jordanès, qui a écrit l'histoire des Goths. Il le décrit comme roi des Bretons. L'historien Geoffrey H. a enquêté sur le nom Riotamus. Une fois traduit en ancien anglais, il devient Rigotamos. Rig signifie roi. Et Tamos est un superlatif, le plus grand. Rigotamus veut donc dire le plus grand roi. Vous savez, c'est fréquent dans l'histoire. L'homme que nous connaissons tous sous le nom de Gengis Khan, par exemple, s'appelait en fait Temujin. Mais Gengis Khan signifiait le chef suprême. Une autre preuve que Riotamus était un souverain influent se trouve dans les témoignages de Jordanès, écrits moins de 100 ans après son règne. Il rapporte comment Rome conjure Riotamus de lui venir en aide pour mener une bataille en France. Riotamus vient à son secours, accompagné de 12 000 hommes. Il accoste probablement en actuelle Bretagne, puis se dirige vers la Bourgogne. Faire venir ces hommes par la mer signifie posséder une flotte. Le chef qui en était capable était une personne importante. Riotamus envisage de renforcer les légions en combattant une autre tribu germanique barbare, les Visigoths. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un traître parmi eux. Un lieutenant du nom d'Arvandus trahit la position de Riotamus et l'ennemi l'attend. Le seigneur de guerre, Euric, roi des Visigoths, a déjà envahi une grande partie de l'Empire occidental de Rome. Pris par surprise, Riotamus est vaincu.
Le personnage du 5e siècle évoqué par Jordanès concorde avec des éléments de la vie d'Arthur. Et il y a une autre similarité. Un parallèle entre l'histoire d'Arthur et celle de Riotamus est que les deux hommes ont été trahis par des lieutenants. Mordred, bien sûr, a trahi Arthur, et un homme du nom d'Arvandus a trahi Riotamus. 700 ans plus tard, dans une chronique française, les deux déserteurs semblent subir une transformation. Il y a une relation très intéressante avec la trahison faite à Arthur. Dans un des tout premiers récits, l'homme qui le trahit s'appelle Morvandus. Le nom Morvandus est un mélange d'Arvandus, l'homme qui trahit Riotamus, et de Mordred, celui qui, dans la légende populaire, trompe Arthur. Quelqu'un a assemblé les deux aspects de l'histoire, les deux points de vue, et a réuni les deux noms. Il y a un dernier lien entre Riotamus et le mythique roi Arthur. C'est le lieu où ce dernier est emmené après avoir été blessé par le perfide Mordred, l'île légendaire d'Avalon. La légende dit qu'Arthur y repose, prêt à se relever. Une fois de retour sur le continent, il compte rétablir le bien. Mais même cette fable des plus bibliques pourrait trouver une source réelle. Car il existe un antique village d'Avalon, non loin du lieu de la dernière bataille de Riotamus. Il y a réellement un endroit nommé Avalon qui se trouve en Bourgogne. Et dans la dernière image que nous avons de lui, Riotamus va dans cette direction, essayant de fuir les Goths. Comme dans le dernier chapitre de la vie légendaire d'Arthur, Riotamus n'est pas tout de suite tué, mais blessé. Et comme Arthur, il se serait dirigé vers Avalon. C'est donc tout à fait possible qu'il soit mort à Avalon. Et il se peut même qu'il y soit enterré. Au milieu du 5e siècle, Riotamus est roi suprême et commandant de la Bretagne à la tête d'une vaste armée. C'est un allié loyal jusqu'à sa mort près d'Avalon, où il a été victime d'une trahison. Et pourtant, à la même époque, il est prouvé qu'un commandant romain du nom d'Ambrosius, armé d'une puissante épée, a existé. Il libère les Bretons de la tyrannie anglo-saxonne et remplace les temps obscurs du barbarisme par une société civilisée. Selon certains historiens, la réponse à la question « Qui de ces deux rois est le véritable roi Arthur ?» se trouve dans la toute première version manuscrite de ses exploits. La plus célèbre description soi-disant historique d'Arthur a été faite par Geoffroy de Monmouth au XIIe siècle. Elle était très souvent lue, très connue. L'œuvre de Geoffroy de Monmouth, l'histoire des rois de Bretagne, paraît en 1138. Geoffroy décrit un certain Arthur vivant au 5e siècle, roi des Bretons victorieux des Saxons grâce à une épée magique et porteur de paix en Bretagne, comme Ambrosius. Mais il mène aussi des batailles en France et meurt tout près d'un lieu nommé Avalon comme Riotamus. C'est le point de départ du mythe arthurien. Il y a beaucoup d'éléments, à la fois dans les vies d'Ambrosius et de Riotamus, qui ont pu contribuer à la légende d'Arthur. Des écrivains tels que Geoffrey de Monmouth ont certainement utilisé ces éléments et ainsi créé la vie d'Arthur. Dans l'anthologie de Geoffroy, Riotamus et Ambrosius semblent avoir fusionné pour devenir le fictif roi Arthur. Ce mythique roi Arthur se transforme alors en figure légendaire qui rassemble des chevaliers loyaux et moralistes dans l'univers parfait de Camelot. Et qui est finalement trahi par ceux en qui il a le plus confiance. En temps d'agitation et de conflit,
Arthur réapparaît orné des attributs les plus prisés par les écrivains du moment. Le mythe arthurien continuera d'être réinventé. Éternel héros d'un monde en constante mutation, les origines historiques d'Arthur finiront peut-être enfin par voir le jour.